All rise, veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Mr. Van der Poel, you still have the floor. Le juge président, Monsieur Van der Poel, vous avez toujours la parole. Monsieur Van der Poel, merci, Monsieur le Président. Bonjour une fois de plus. Bonjour à tous. As we stated in our written submissions, Nous l'avons dit dans nos écritures et nous le réitérons. Les preuves présentées au cours de l'affaire attestent de circonstances aggravantes pour les actes et la conduite des accusés. Premièrement, les crimes auxquels ils ont contribué étaient motivés fondamentalement par une politique discriminatoire personnelle ou qu'ils savaient que les anti-Balaka avaient ou alors motivaient leurs actes. La nature des crimes et leur exécution discriminatoire exécutée systématiquement par les anti-Balaka et clairement démontrée par les preuves présentées est irréfutable. Elle est également sous-tendue par les membres des anti-Balaka eux-mêmes, les témoins directs qui ont témoigné pendant ce procès et ont eu le courage de reconnaître leur conduite et la conduite des membres du groupe. Bien qu'il soit possible d'expliquer le sentiment ayant motivé les anti-Balaka dans cette violence collective, inimaginable et vengeresse contre des musulmans de tout horizon sur la base de leur soutien supposé au Séléka et la complicité dans la commission des crimes, il n'est en aucun cas justifiable, en aucun cas défendable et il demeure, quoi qu'il en soit, discriminatoire. En outre, les deux accusés, M. Yekatom, M. Ngaïsona, avaient les moyens de le savoir à chaque étape. Leur propre conduite dans la contribution à ces crimes est une circonstance aggravante. Ensuite, les victimes des crimes visés étaient particulièrement vulnérables et sans défense face aux anti-Balaka, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des civils non armés, tous autant de victimes. Certains ont été tués, certains ont été violés, certains ont été torturés ou battus. La plupart expulsés de force ou sous la menace, chassés de leur communauté avec uniquement les vêtements qu'ils portaient et sans personne pour les défendre. Examinons, si vous le voulez bien, le mode opératoire des attaques anti-Balaka. Il révèle un ciblage délibéré de la communauté musulmane à Bosangwa, Bangui, Boeing, Katin, le long de l'axe PK9 Mbaiki, et dans la suite de leur progression dans des attaques à Yaloke, Karno, Boda, Berberati, Geng. Il n'y a là aucun accident, aucun hasard. Plutôt, c'est un schéma de comportement délibéré dont faisaient partie les crimes visés et auxquels les accusés ont participé. Enfin, les crimes ont impliqué une multiplicité de victimes, des milliers et des milliers qui ont été directement touchés ou indirectement, et cela a duré pendant une longue période. L'étendue des crimes était telle qu'elle préoccupait le président par intérim, vous l'avez entendu dans cette affaire, qui craignait que les populations musulmanes de Centrafrique soient éliminées du fait des crimes commis par les anti-Balaka.
C'est l'une des raisons pour laquelle cette affaire a été référée à la Cour pour la première fois. La situation, je veux dire. Nous l'avons également dit dans nos écritures, il n'y a aucune circonstance atténuante. La détention préliminaire n'est pas une circonstance atténuante. Contrairement aux écritures de la défense au paragraphe 40. La supposée absence d'intention directe n'est pas une circonstance atténuante au regard de l'intention, de la durée, du nombre de crimes et la période pendant laquelle ces crimes ont été commis. L'impact de l'incarcération de M. Ngaïsona sur sa famille n'est pas une circonstance atténuante. Bien qu'une démarche de promotion de la paix ou de réconciliation pourrait être une circonstance atténuante si elle est sincère, si les déclarations publiques s'accompagnent d'une conduite contraire à ces déclarations et qui perpétue l'agenda et les activités criminelles, comme c'était le cas dans l'affaire Taylor et que ça l'est maintenant, ce n'est certainement pas des circonstances atténuantes. Les preuves présentées également attestent que les discours publics de M. Ngaïsona au sujet de la paix et la réconciliation ont suivi son arrestation et sa remise en liberté conditionnelle. Je vous renvoie à une ordonnance CAR OTP 2003 10 76, page 1110. Ce document, intitulé en français « Révocation de mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire » is in evidence. Est une preuve du 25 octobre 2015 qui met un terme à la remise en liberté provisoire de M. Ngaïsona, daté du 25 octobre 2014 lorsqu'il a été arrêté. Le juge d'instruction avait observé que M. Ngaïsona avait violé toutes les obligations et les conditions de sa libération en faisant des déclarations sur des radios publiques et internationales, en étant vu avec des hommes portant des armes, en tenant des réunions publiques, autant de faits qui avaient interdit, qui était donc une violation claire et établie de ses obligations. Vous avez également entendu les témoignages de P0952, P0876, P2328 qui vous ont décrit de manière interne ses participations, ses conduites face aux crimes commis par les anti-Balaka en 2014. Des crimes violents, comme nous l'avons relevé, qui se sont accrus après qu'il soit devenu coordonnateur général du groupe. Et les propos de M. Yekatom sont également creux. Ces supposés efforts de paix ne sont pas étrangers à la poursuite de ses propres ambitions politiques. Plutôt que de reconnaître leurs actes criminels et en prendre la responsabilité, les accusés ont, dans leurs écritures, minimisé leur rôle au sein des anti-Balaka. Minimiser l'impact du préjudice causé par ces crimes ou se présenter ou se refaire une image au point qu'elle se dissocie de la réalité. Aucun des accusés n'était des hommes de paix. Cela devrait être évident. Au contraire, les preuves de leur participation et leur intention le prouvent de manière extensive. Les accusés n'ont jamais coopéré à aucune mesure appréciable lors de l'enquête ou pendant le procès. Ils n'avaient certes aucune obligation de le faire, mais il convient de relever qu'ils ne l'ont pas fait.
Il convient également de rappeler que l'évaluation ou la détermination d'une peine doit tenir compte de leur conduite en détention. Il y a des rapports des violations ou de tentatives de contourner les instructions de la Chambre sur les conditions de détention. Elles sont nombreuses pour les deux accusés. Je vais rajouter qu'aucun des accusés n'a fait preuve de remords pour leur implication coupable, leur participation à la commission des crimes visés. Nous reconnaissons qu'ils sont présumés innocents et qu'ils n'ont pas à reconnaître leur responsabilité. Toutefois, comme leurs écritures le démontrent, les accusés ont tenté de minimiser leur rôle et leur responsabilité, et même au sein des anti-Balaka, au regard de leur titre, comme zone ou commandant de milliers d'éléments anti-Balaka ou comme coordonnateur et chef des anti-Balaka au niveau national, respectivement. Mesdames et messieurs de la Cour, au bout du compte, la peine que vous décidez d'imposer reflètera le sérieux que cette Chambre aura accordé aux crimes jugés et à la contribution des accusés dans leur commission. Elle reflètera la considération des victimes des crimes des anti-Balaka, leur peine, leur souffrance, leur famille, leur communauté. Et toutes ces personnes, d'une manière ou d'une autre, continuent de souffrir un préjudice qui ne pourra pas être défait. Elle reflètera la considération que la Chambre accorde au mandat de cette Cour et la base sur laquelle elle a été créée. Les preuves sont extensives, les dossiers lourds, les crimes nombreux, les victimes encore plus nombreuses. Et le degré de dommages causés impossible à mesurer. Mesdames et messieurs de la Cour, nous recommandons que vous considériez tout ceci tenant compte de votre discrétion pour arriver à un résultat juste. Rendez justice. Monsieur le Président, je conclus ainsi notre présentation. Merci. Le juge président, merci Monsieur Van der Puy. Il est midi. Je pense que nous pourrons commencer avec une des équipes des victimes. Madame Massida, non. Madame Dozima, vous avez la parole. Accordez-moi une minute, Madame Dozima. I'm sorry, Mr. President, you probably noticed. La défense. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous accorder 5 minutes de pause en attendant que la technique règle mes soucis techniques? Le juge président, alors nous allons sortir et tenez-nous informés une fois que cela est fait. Merci.
All rise, veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Assuming that the Le juge président, je suppose que les problèmes techniques sont maintenant résolus et par conséquent, je donne la parole à Madame Douzima. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, pour l'opportunité que vous nous offrez pour vous adresser aujourd'hui dans le cadre de cette audience au nom des victimes que nous représentons. Tel que nous l'avons indiqué dans nos déclarations de clôture en décembre dernier, les victimes qui participent à cette affaire attachent une grande importance à la justice et ceci inclut bien entendu la détermination d'une peine à l'encontre des deux accusés qui soit adéquate à la lumière de l'ensemble des circonstances pertinentes et proportionnelles aux crimes subis par les victimes. Nous n'avons pas l'intention de revenir sur nos soumissions écrites déposées en décembre dernier. Cependant, il nous semble important de souligner certains aspects les plus importants pour les victimes que nous représentons. Nous répondrons également à certains arguments avancés par les parties dans leurs soumissions écrites respectives. D'abord, toutes les parties semblent s'entendre sur les principes relatifs à la détermination de la peine. Il ressort en effet d'une analyse de l'ensemble des soumissions écrites que les règles applicables, lues avec les objectifs du préambule du statut de Rome, forment un système complet permettant la détermination d'une peine appropriée. Selon ce système, la Chambre doit analyser et balancer l'ensemble des critères contenus dans les règles applicables et dans l'exercice de sa discrétion, prononcer une peine proportionnelle au crime retenu et à la culpabilité de la personne condamnée. De plus, la Chambre détient également une discrétion sur l'évaluation des éléments pertinents, pouvant ceux-ci être parfois appropriés à plus d'un critère, par exemple, se qualifiant de circonstances aggravantes, mais étant également adéquats à l'analyse de la gravité des crimes, tel que rappelé par la Chambre d'appel. Ce qui importe est que la Chambre de première instance analyse l'entièreté des éléments pertinents en évitant de compter en double tout élément. Les parties et les participants diffèrent toutefois d'opinion sur les objectifs fondamentaux relatifs à la détermination de la peine. La défense de M. Yekatom tente en effet de vous convaincre qu'un des objectifs fondamentaux serait sa réintégration et que la détermination de la peine devrait avoir comme objectif de contribuer au maintien de la paix et à la réconciliation nationale.
il suffit de voir le paragraphe 7 de la soumission de M. Yekatom. M. Ngaïsona, quant à lui, soutient que ces possibilités de réhabilitation sont exceptionnellement positives et que cet aspect devrait être considéré par la Chambre dans sa détermination de la peine appropriée. Confère paragraphe 37 à 38 des soumissions de M. Ngaïsona. Les victimes rappellent que dans le système de la Cour, les objectifs fondamentaux de la peine sont la rétribution en tant qu'expression de la communauté internationale, de condamner les crimes relevant de la compétence de la Cour et la dissuasion en vertu de laquelle une peine doit être adéquate afin de décourager des récidives par la personne condamnée ou toute autre personne qui considérerait la commission de tels crimes. Confère soumission des représentants légaux des victimes des autres crimes au paragraphe 12. Si la réhabilitation peut également être considérée comme un objectif de la détermination de la peine, mais la jurisprudence reconnaît qu'il ne faut pas accorder un poids excessif à cet objectif dans le contexte des crimes jugés par la Cour, comme souligné dans le jugement sur la peine dans l'affaire Taganda au paragraphe 10. Or, c'est justement ce que les accusés vous demandent. Je voudrais aussi rappeler que celui-ci n'est pas primordial, comme souligné dans la décision d'appel sur la peine dans l'affaire Bimba et autres, au paragraphe 205. Les victimes maintiennent leur position selon laquelle une peine exemplaire représente la seule option capable de reconnaître pleinement les préjudices dont elles ont souffert du fait de la commission des crimes et qui respecterait l'objectif de la lutte contre l'impunité tout en dissuadant toute autre personne de commettre l'irréparable de nouveau. Cette constatation représente une des, sinon la considération la plus importante dans la détermination de la peine appropriée. Messieurs Yekatom et Ngaïsona tentent tous deux de minimiser la gravité des crimes en argumentant que la base factuelle de plusieurs infractions est la même. Nous nous référons au paragraphe 13 des soumissions de M. Yekatom et au paragraphe 20 à 26 des soumissions de M. Ngaïsona ainsi qu'à l'annexe A. Or, la jurisprudence de la Cour reconnaît que la concurrence des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité est permise puisque les différentes infractions protègent des intérêts différents, à savoir la protection contre les crimes commis en temps de guerre ou en cas d'attaque systématique ou généralisée à l'encontre d'une population civile et innocente pour les crimes contre l'humanité. Nous vous renvoyons ainsi aux soumissions des représentants légaux des victimes des autres crimes au paragraphe 21. Ainsi, dans l'éventualité
où les crimes retenus se qualifient autant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, les victimes soutiennent, contrairement aux arguments de la défense, que ce facteur devrait être considéré comme accentuant la gravité globale des crimes plutôt que de la diminuer, de la réduire. La défense de M. Yekatom tente également de réduire ou minimiser la gravité de la déportation et du déplacement forcé en lien avec les crimes commis le 5 décembre 2013 à Bangui et dans les villes et villages sur l'axe PK9 Mbaïki, en soutenant que certaines personnes ayant été forcées de quitter leur maison ont réussi à y retourner ou à simplement retourner en RCA, se référant ainsi à des rapports qui datent de 2015-2016. Vous retrouverez cela dans les soumissions de Yekatom au paragraphe 20. La réalité est pourtant complètement différente. Premièrement, les éléments de preuve au dossier sont clairs, à l'effet que la grande majorité des victimes ayant été forcées de quitter leur maison n'ont toujours pas, plus de 10 ans après les faits, été en mesure d'y retourner. Cet élément doit être considéré dans l'analyse de la gravité des crimes. Deuxièmement, le simple fait de retourner dans leur pays d'origine sans être en mesure de regagner effectivement leur propre maison avec les mêmes moyens qu'ils avaient avant d'être forcés de quitter, ne peut raisonnablement être un argument plaidant pour la diminution ou la réduction de la gravité des crimes. Bien au contraire. Troisièmement, et finalement, la preuve relève que les personnes qui ont réussi à retourner dans leur ville ou village ou leur région d'origine ont connu plusieurs difficultés majeures afin de s'y rétablir et de trouver ou de retrouver un emploi, notamment du fait que leurs maisons ont été occupées pendant leur absence et ou pillées et ou détruites du fait qu'ils ont tout perdu en quittant leur milieu de vie habituel. À cet effet, nous nous renvoyons au témoignage de P2353, P2354, P2389 et CAR OTP 2104-0033-PRV. Concernant la destruction de la mosquée de Boeing, et contrairement aux arguments avancés par la défense de Yekatom, le fait qu'elle ait pu être reconstruite ou qu'il y ait eu d'autres mosquées dans les environs confère soumission de Yekatom au paragraphe 18, ne devrait en rien diminuer la gravité du crime résultant de la construction de cet édifice religieux. Ceci est particulièrement important eu égard à la signification particulière pour les victimes de Boeing que cette mosquée avait et du fait, comme l'ont souligné certaines victimes, que la destruction des mosquées avait eu
un effet sur la perte de religiosité par la communauté musulmane. Nous en avons parlé dans notre soumission au paragraphe 38 à 39. Concernant le degré de participation des accusés et la manière dont ceux-ci ont contribué au crime, nous nous référons aux paragraphes 40 à 46 de nos soumissions écrites. Toutefois, et contrairement à la position de la défense de M. Yekatom, il est important de rappeler que M. Yekatom détenait une autorité absolue sur les membres de son groupe, qu'il avait un lien de proximité important avec les crimes commis, notamment du fait qu'il était directement sur le terrain, confère nos soumissions de l'accusation, au paragraphe 513 à 514. Les arguments selon lesquels l'implication de M. Yekatom dans l'attaque du 5 décembre 2013 ne résultait que des ordres directs de M. Grémangou, soumission de Yekatom, paragraphe 23, ne sont pas étayés par la preuve présentée au procès, vue dans son entièreté, et ne diminuent en rien son degré de participation dans la commission des crimes. De la même façon, les arguments de M. Yekatom, selon lesquels les crimes commis par la Séléka auraient un effet quelconque sur son degré de participation ou même sur sa culpabilité, confère paragraphe 25 de ces soumissions, doivent être rejetés sur la base de l'inapplicabilité du principe du Tiokwekwe en droit international pénal. En ce sens, nous rappelons le jugement d'appel dans l'affaire Marty. En effet, et tel que mentionné par les juges de la Chambre d'appel du TPIY dans l'affaire Marty, je le dis en français, dans la mesure où l'argument de Marty est une tentative de plaider que les actes pour lesquels il a été reconnu responsable ne devaient pas être considérés comme criminels parce qu'il répondait à des crimes commis entre lui et son peuple, cela doit être rejeté. Parce qu'il est bien établi dans la jurisprudence du tribunal que ces genres d'arguments fondés sur la réciprocité ne constituent pas un moyen de défense contre de graves violations du droit international et humanitaire. Concernant M. Ngaïsouna, ce dernier dédie une partie importante de ses soumissions à tenter de minimiser son degré de participation en plaidant notamment que ses contributions au crime étaient minimales, périphériques ou qu'elles n'ont eu qu'un effet marginal sur la commission des crimes. La réalité est pourtant tout autre. Les éléments de preuve au dossier ont en effet démontré le rôle essentiel de M. Ngaïsouna dans l'exécution du plan afin de reprendre le pouvoir en République centrafricaine en contribuant de façon significative aux activités des anti-Balaka, incluant la commission des crimes en finançant leur activité, en fournissant des armes,
en structurant les anti-Balaka et en demeurant au fait des activités sur le terrain, comme on en fait foi la preuve documentaire soumise au dossier. Nous vous renvoyons à nos soumissions au paragraphe 44 et aux soumissions finales écrites au paragraphe 187 à 188. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, nous abordons maintenant les circonstances personnelles de M. Yekatom et de M. Ngaïsouna et l'absence de circonstances atténuantes. À ce jour, aucun des deux accusés n'a exprimé de remords ou de regrets sincères pour les attaques et les crimes graves qui ont été commis à l'encontre des victimes que nous représentons. Ce qui est particulièrement troublant pour les victimes est la tentative des accusés de se présenter comme des défenseurs de la paix en République centrafricaine, voire même se présenter comme des victimes, ce qui apparaît aux yeux des victimes comme une insulte. Autant M. Yekatom que M. Ngaïsouna soumettent qu'ils n'ont jamais eu de sentiments anti-musulmans ou qu'ils ont de tout temps tenté de contribuer à la paix dans leur pays par plusieurs moyens. Nous citons ici les paragraphes 36 à 37 des soumissions de Yekatom et paragraphes 28 à 36 des soumissions de Ngaïsouna. La vérité démontrée par les nombreux éléments de preuve présentés lors du procès est pourtant bien loin de l'image que tentent de dépeindre les accusés d'eux-mêmes. Contrairement aux arguments avancés par M. Ngaïsouna dans ses soumissions écrites, selon lesquelles il aurait de tout temps été un défenseur de la paix et de la réconciliation et aurait pris des actions concrètes en ce sens. Nous citons ces soumissions au paragraphe 28 à 36. Les victimes soutiennent que les éléments de preuve du dossier démontrent plutôt le contraire. Le rôle fondamental de M. Ngaïsouna dans la propagation de la rhétorique anti-musulmane qui a tant fait souffrir la communauté musulmane et assimilée lors de la crise de 2013 à 2014. Les victimes contestent également fermement les arguments avancés par la défense de M. Yekatom, selon lesquels ce dernier aurait tenté de minimiser les préjudices causés aux victimes, notamment en respectant le principe de distinction ou en entreprenant les enquêtes appropriées afin de prévenir la commission de crimes ou encore en s'assurant que la population civile n'était pas effrayée par les actions de son groupe. Nous vous renvoyons à ces soumissions au paragraphe 33 à 34. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, les éléments de preuve présentés lors du procès sont diamétralement opposés à ces arguments avancés par M. Yekatom. Par exemple, aucune enquête réelle n'a mené à des conséquences pour les responsables des actes commis contre les personnes enlevées à l'école Yamouara, l'école
Yamouara, vous en avez entendu parler suffisamment, ce qui constitue la base principale des anti-Balaka, et ayant conduit au meurtre sordide de Saint-Cyr Lapo Ngoma. Tout au contraire, la preuve a révélé que M. Yekatom avait même félicité l'auteur de ces actes. Nous vous envoyons à nos soumissions écrites au paragraphe 114. De plus, la preuve est irréfutable sur le fait que des milliers de civils de confession musulmane et assimilée ont fui l'avancée de M. Yekatom et de son groupe à Bangui et sur l'axe PK9 Mbaïki, spécifiquement de peur de subir les représailles par ce groupe. Confère nos soumissions écrites au paragraphe 105, 125, 127, 129 à 130 et 132. Étant entendu que sur l'axe PK9 Mbaïki, je le dis pour les victimes qui nous entendent et pour voir un peu la gravité, l'étendue des préjudices, eh bien, l'axe PK9 Mbaïki dont on a entendu parler largement au cours de ce procès, il existe plusieurs villes et villages, dont Zila, Samba, Yamboro, Ndangala, Bimon, Kapu, Bosangwa, Berengo, Bobangui, Pissa. On a longuement parlé de Pissa dans ce procès. Contrairement aux affirmations de la défense de M. Yekatom, ce dernier n'a pas offert une assistance réelle et sincère aux victimes des événements de l'école Yamouara, comme il le prétend dans sa soumission au paragraphe 35. La réalité est plutôt que les victimes ont continué d'être complètement effrayées jusqu'à leur libération, de craindre pour leur vie, amenant même certaines d'entre elles à refuser de manger et qu'elles ont dû changer d'endroit de peur que les anti-Balaka de Yekatom, présents un de leur refuge, ne s'en prennent à elles. Si M. Yekatom avait réellement apporté une assistance sincère aux victimes de cet événement en tant que leader incontesté de son groupe, la situation aurait été entièrement différente. Comme M. Dido Salé, M. Yekatom soutient que son offre de payer pour les frais d'enterrement du défunt démontre ses efforts d'aider les victimes pendant la période des crimes. Ce que la preuve révèle, cependant, est que M. Yekatom n'a jamais fourni cette assistance monétaire, mais également que la famille de M. Salé n'a pas été en mesure d'assister aux funérailles du fait de la présence des anti-Balaka à Mbaïki. Nous nous référons à notre soumission finale écrite au paragraphe 139. Une fois encore, si M. Yekatom, en tant que leader incontesté de son groupe, avait réellement eu l'intention d'assister la famille de M. Dido Salé, eh bien la Croix-Rouge et la MISCA n'auraient pas eu besoin d'escorter le groupe afin de permettre la tenue de ces funérailles. Même dans l'éventualité
où la Chambre concluait que M. Yekatom Ngaïsona ou M. Ngaïsona aurait fait des gestes d'assistance envers les victimes, celles-ci soutiennent que ces gestes sporadiques, destinés plutôt à faire bonne figure que d'apporter une assistance sincère aux victimes, ne diminuent en rien la gravité des crimes qu'ils ont commis et ne devront donc avoir qu'un effet marginal sur la détermination de la peine à la lumière notamment des graves préjudices subis par les victimes. Les victimes ne peuvent également pas passer sous silence les arguments présentés par M. Ngaïsona, selon lesquels sa peine devrait être réduite puisque sa famille et sa communauté, incluant son Église, ont subi un impact financier et moral profond du fait de son emprisonnement. Confère soumission de M. Ngaïsona au paragraphe 41. À ce titre, l'impact que l'emprisonnement d'un accusé a sur sa famille est un élément commun et habituel des personnes condamnées par les tribunaux internationaux et ne peut pas ainsi, dans les présentes circonstances, être prise en compte en tant que circonstance atténuante, comme d'ailleurs indiqué dans la décision sur la peine dans l'affaire Bemba et autres du 22 mars 2017 au paragraphe 90. Confère la décision du 22 mars 2017. De plus, messieurs Yekatom et Ngaïsona soumettent tous les deux que l'absence de condamnation antérieure devrait être considérée par la Chambre dans la détermination de la peine. Or, sur cette question, les victimes vous renvoient aux affaires Al-Madi et l'affaire Bemba et autres, dans lesquelles il a été conclu que l'absence de condamnation antérieure est une caractéristique commune des individus condamnés par les tribunaux internationaux et ne représente donc pas une circonstance atténuante. Nous vous renvoyons la sentence dans cette affaire au paragraphe 96. En effet, et tel qu'affirmé par les juges dans l'affaire Al-Madi, je le dis en français, une absence de condamnation antérieure est juste une caractéristique assez courante parmi les individus condamnés par un tribunal international et ne doit pas être considérée comme une circonstance atténuante. Quelques mots sont également nécessaires au sujet de la jonction des instances de messieurs Yekatom et Ngaïsona. Chacun des accusés vous demande en effet de considérer dans la détermination de la peine le temps qu'ils auraient, selon eux, perdu, c'est leur terme, du fait de cette jonction d'instances. Paragraphe 38 des soumissions de Yekatom et paragraphe 39 des soumissions de Ngaïsona. Donc, pour eux, que le temps qu'ils ont dit avoir perdu, eh bien que ces temps soient par rapport à la jonction de procédure, excusez-moi, messieurs et madame de la Cour,
Or, M. Ngaïsouna soutient même que les deux dossiers n'auraient jamais dû être joints et que la Chambre doit considérer le délai excessif passé par Ngaïsouna en détention dans sa détermination de la peine. Confère sa soumission au paragraphe 39. Les victimes estiment que ces arguments doivent être purement et simplement rejetés. En effet, la jurisprudence de cette Cour reconnaît que des délais sont normaux en cas de jonction d'instance et que ceci sert utilement la bonne administration de la justice et rien d'autre. Nous rappelons les décisions des juges dans l'affaire Gbagbo et Blegoudé en ce sens. De plus, la jurisprudence des tribunaux ad hoc reconnaît que les accusés d'un procès joint bénéficient des mêmes droits que s'ils étaient jugés séparément, mais qu'il n'est pas nécessaire de l'inclure, de se plaindre de cette jonction de procédure. Nous vous avons cité ici la jurisprudence de l'ICTA. Les victimes soutiennent que même si la Chambre devrait conclure que certains délais ont été causés par la jonction d'instance, ceux-ci sont minimes et ne justifient pas une réduction de la peine à la lumière de l'extrême gravité des crimes, des circonstances aggravantes et des importants préjudices subis par les victimes du fait de la commission de ces crimes odieux. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, lors des dernières consultations avec nos clients, les victimes que nous représentons, aux fins de préparation des soumissions orales relatives tant à la culpabilité qu'à la peine, l'entièreté des victimes que nous représentons ont clairement indiqué que les deux accusés doivent recevoir une sentence importante afin que ceci ait un effet dissuasif pour quiconque serait tenté de commettre des crimes similaires en République centrafricaine. En effet, permettez-nous, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, de vous exprimer le sentiment des victimes qui estiment que ce pays a trop souffert à cause des conflits à répétition, lesquels ont pour dénominateur commun la course au pouvoir et à n'importe quel prix. Et ce sont toujours malheureusement les victimes qui en subissent les conséquences. Pour les victimes, le fait que les accusés n'aient à aucun moment pendant le procès exprimé de remords, de compassion ou de regrets sincères à leur endroit et pour les terribles souffrances que d'aucuns appellent atrocités qu'elles ont subies est très important et devrait être pris en compte par la Chambre. Pour elle, c'est la culture de l'impunité qui est à l'origine de ce fléau et qu'une peine exemplaire sera un gage de non-répétition à laquelle les victimes
aspirent toutes. De l'avis des victimes, la peine imposée par cette Chambre devrait être proportionnelle aux souffrances qu'elles ont subies. Et les juges ne devraient pas faire preuve d'indulgence dans leur détermination de la peine appropriée. Ce point a été particulièrement souligné par un grand nombre de victimes qui participent à la procédure et qui ont également mis l'accent sur le fait qu'à ce jour, les victimes en République centrafricaine n'ont pas pu obtenir justice pour les crimes commis dans leur pays depuis des décennies, circonstances qui perpétuent l'impunité et qui encouragent ce cycle de violence. Pour l'ensemble des raisons que nous venons d'exposer et sur le fondement des principes de rétribution et de dissuasion, la grande majorité des victimes a clairement exprimé le souhait que la Chambre rende une peine exemplaire. Nous représentons les victimes, la majorité a parlé de 30 ans d'emprisonnement pour chacun des accusés. En effet, la contribution essentielle fournie par chacun des accusés justifie qu'ils soient condamnés à la même peine, malgré qu'ils soient poursuivis avec des méthodes de responsabilité différentes. Car les faits à leur reprocher sont trop graves, pour ne pas paraphraser ce qu'a dit tout à l'heure le procureur adjoint. Cela conclut ainsi, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, nos soumissions au nom des 1673 victimes que nous représentons. Nous vous remercions pour votre attention. Thank you very much, Ms. Tuzima. Monsieur le Président, merci beaucoup, Maître Tuzima. Maître Sepron, avez-vous une idée de la longueur de vos observations? Mr. President, Maître Tuzima, j'ai estimé qu'elle ne me prendrait pas plus de 30 minutes. Le juge président, alors, vous pourrez commencer et finir maintenant. Nous vous passons la parole. Merci. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges. Tout d'abord, je réitère entièrement par référence mes soumissions écrites relatives à l'éventuelle peine à être infligée à Monsieur Yekatom, au cas où il serait reconnu coupable pour la commission du crime sous le chef d'accusation 29, qui est le crime de conscription et d'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans son groupe anti-Balaka, et de leur utilisation pour participer activement aux hostilités. Pendant mon intervention, principalement, je vais aborder certains arguments avancés par la défense de M. Yekatom dans ses omissions écrites respectives. Premièrement, la défense de M. Yekatom soumet qu'au cas où M. Yekatom serait reconnu coupable pour la commission du crime sous le chef d'accusation 29. La Chambre devrait évaluer à nouveau les demandes de participation de toutes les victimes, anciens enfants soldats des anti-Balaka, qui sont du nombre de 292 et qui ont été autorisés à participer au procès dans la présente affaire.
je soumets respectueusement que cette demande de la défense n'a aucun fondement juridique, puisqu'elle ne trouve aucun soutien dans les textes juridiques ni dans la jurisprudence de la Cour. Je rappelle qu'une demande de participation des victimes est un document purement administratif qui est déposé devant la Cour avec un seul objectif, de permettre à la Chambre de déterminer si l'individu peut être admis à participer au stade concerné de la procédure en tant que victime, conformément aux critères applicables. Je rappelle également que la demande de participation est examinée conformément au standard de la preuve prima facie, qui est le standard de la preuve le plus bas devant la Cour. Or, le procès dans la présente affaire est déjà terminé et la Chambre est maintenant au stade de la détermination de la responsabilité pénale de deux accusés, donc y compris M. Yekatom, ainsi que de la détermination de l'éventuelle peine à leur infliger. Au fond de sa détermination, la Chambre n'est censée se fonder que sur les preuves produites au cours du procès. Je rappelle que conformément à la pratique établie de la Cour, les demandes de participation des victimes ne constituent pas des éléments de preuve. Et donc la Chambre n'est pas censée s'appuyer sur ces pièces dans sa détermination en vertu des articles 74 et 76 du Statut de Rome. Donc je me pose la question de savoir sur quel fondement juridique la Chambre devrait-elle évaluer à nouveau et à ce stade de la procédure les demandes de participation de toutes les victimes. Et en plus, conformément au standard de la preuve le plus élevé applicable à ce stade, qui est le standard au-delà de tout doute raisonnable. Parmi les 292 victimes anciens enfants soldats du groupe anti-Balaka, qui ont été admises à participer au procès, seulement 3 victimes ont été appelées pour témoigner devant la Chambre. Une victime a été appelée par l'accusation et 2 victimes ont été appelées par le représentant légal. Certes, le récit de 3 victimes concernées qui ont déposé dans le procès serait évalué par la Chambre sur la base du standard de la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Or, à nouveau, je me pose la question de savoir sur quel fondement juridique et dans quel objectif la Chambre devrait-elle réévaluer les demandes de participation de toutes les autres victimes participantes à ce stade, en fin de détermination de la responsabilité pénale et de l'éventuelle peine à être infligée, en particulier au regard de M. Yekatom. Selon la défense de M. Yekatom, cette réévaluation est nécessaire, eu égard aux allégations sérieuses relatives au statut dit fabriqué des enfants soldats dans cette procédure. Or, le rôle de la Chambre dans la présente procédure est de déterminer la responsabilité pénale de 2 accusés qui sont devant elle, donc M. Yekatom et M. Ngaïsona. Et en cas de condamnation, d'infliger une peine appropriée. Au fond de cette détermination, la Chambre a, sans aucun doute, le pouvoir et la compétence d'examiner la crédibilité des témoins, la valeur probante de leurs témoignages, ainsi que la valeur probante des autres éléments de preuve produits au procès.
La Chambre, dans cette procédure, a sans aucun doute le pouvoir et la compétence de décider, à la lumière des soumissions des participants, y compris les allégations en question de la défense, de ne pas prendre en considération l'entièreté, une partie des témoignages de certains témoins, pour manque de crédibilité ou bien de valeur probante. Or, cette Chambre, dans le cadre de cette procédure, n'a pas de pouvoir d'établir la responsabilité pénale de toute autre personne, autre que M. Yekatom, pour des actes ou omissions relatives à la fabrication alléguée du statut d'enfant soldat des Anti-Balaka. En fait, au cas où M. Yekatom serait reconnu coupable pour la commission du crime sous le chef d'accusation 29, cela signifierait que la Chambre aurait déterminé, sur la base des éléments de preuve produits au procès, et au-delà de tout doute raisonnable, comment un ou plusieurs enfants de moins de 15 ans auraient été enrôlés ou conscrits dans le groupe anti-Balaka de M. Yekatom, ou bien au moins un ou plusieurs enfants soldats de moins de 15 ans auraient été utilisés pour participer activement aux hostilités. Des actes ou omissions allégués relatifs à la fabrication du statut d'enfant soldat qui auraient été commis bien après les paramètres temporels de la présente affaire n'ont aucune pertinence pour la détermination de la responsabilité pénale de M. Yekatom à cet égard. Deuxièmement, pour la même raison, donc à cause d'absence de toute pertinence pour la détermination de la responsabilité pénale de M. Yekatom au regard du chef d'accusation 29, et contrairement aux arguments de la défense, des actes ou omissions alléguées ne pourraient en aucun cas constituer une circonstance atténuante aux fins de la fixation de l'éventuelle peine à être infligée à M. Yekatom au cas où il serait reconnu coupable pour la commission du crime sur le chef d'accusation 29. Troisièmement, la défense de M. Yekatom soumet que dans les affaires précédentes devant cette Cour, en particulier dans les affaires Lubanga, Ntaganda et Ongwen, il s'agissait d'une campagne large visant à recruter d'enfants dans les groupes armés respectifs, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire. Or, la gravité du crime sous le chef d'accusation 29 ne saurait en aucun cas être diminuée, même si la Chambre aurait trouvé que seulement un nombre limité d'enfants de moins de 15 ans a été enrôlé ou conscrit, ou bien utilisé pour participer activement par le groupe anti-Balaka de M. Yekatom. Cela est parce qu'il s'agit de l'un des crimes les plus graves en vertu du statut de Rome. Le crime commis contre des enfants étant la catégorie des victimes parmi les plus vulnérables. En fait, un grand nombre de victimes pourrait constituer une circonstance aggravante. Mais un nombre limité de victimes ne diminue pas la gravité du crime en question en tant que tel. Par ailleurs, il convient de noter que ni l'accusation, ni moi-même, nous n'avons pas avancé dans nos soumissions écrites respectives l'existence d'une circonstance aggravante eu égard au grand nombre des victimes, ainsi enfants soldats qui ont subi le crime sous le chef d'accusation 29. Quatrièmement,
Au fin de la détermination de l'éventuelle peine à être infligée à M. Yekatom, la défense de M. Yekatom a soumis les déclarations écrites de 9 témoins en vertu de la règle 68.2b du règlement de procédure et de preuve. Ces déclarations ont été admises en preuve. Or, à moins que certaines pièces qui auraient accompagné les déclarations n'aient pas été divulguées aux représentants légaux, il apparaît que la défense n'ait produit, ni versé dans le dossier, aucune pièce d'identité des témoins concernés. En conséquence, l'identité de ces personnes n'ont pas été dûment établies. Et donc, leurs déclarations ont trait à un témoignage anonyme qui n'est pas permis devant la Cour. Et donc, ces déclarations n'ont en conséquence aucune valeur probante. La Chambre se souviendra que j'ai soulevé auparavant dans mes soumissions écrites finales le même problème, s'agissant de la plupart des déclarations de témoins soumises par la défense en vertu de la règle 68.2b au cours du procès. Au moins au stade du procès, le greffe était en charge de certification des déclarations, bien que je suis persuadé que cela ne soit pas suffisant pour remédier à l'absence dans le dossier de l'affaire de moindres preuves de l'identité des témoins dont les déclarations ont été admises en preuve sans pour autant qu'il ait jamais apparu devant la Chambre. Toutefois, contrairement au stade du procès, au présent stade, la Chambre a décidé que la certification par le greffe des déclarations écrites soumises en vertu de la règle 68.2b n'est pas nécessaire. Donc, cela est encore plus problématique à ce stade. En fait, si aucune pièce d'identité n'a été produite au cours de l'entretien avec les témoins concernés, ni montrée aux témoins pour leur approbation, ni versée dans le dossier, tout simplement, ces déclarations n'ont aucune valeur probante. Ils ne doivent pas être prises en considération par la Chambre dans sa détermination. Je voudrais rappeler, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, que s'agissant des 2 témoins, des 2 victimes que j'ai appelées témoigner dans ce procès, moi, en tant que représentant légal, j'ai apporté et j'ai versé dans le dossier des pièces d'identité. Et vous vous souvenez à quel point la défense de M. Yekatom a contesté l'identité de ces personnes. Ils ont fait leurs enquêtes, ils ont même réclamé de leur envoyer les photos des témoins, parce qu'ils avaient un problème avec l'identité de ces personnes. Or, dans leurs déclarations écrites pour les témoins qui ont été soumises en vertu de la règle 68.2b, les témoins que personne dans cette salle d'audience, sauf la défense, n'a jamais vus. En outre, aucune pièce d'identité n'a été soumise. Donc, ça se présente qu'on ne sait pas, nous ne savons pas qui sont ces personnes-là. Les autres participants n'avaient pas la possibilité de faire leurs enquêtes sur leur identité. Donc, c'est pour cette raison que je demande respectueusement à la Chambre, et c'est à titre de l'équité, et pour éviter des doubles standards, de tout simplement prendre en considération le fait que pour ces déclarations de témoins, la défense n'a jamais versé aucune pièce d'identité et que l'identité de ces personnes n'a jamais été établie. Cinquièmement, si par extraordinaire, la Chambre devait décider de s'appuyer sur les déclarations écrites des témoins soumises par la défense
en vertu de la règle 68.2b, sans que leur identité ait été établie. Je note que le témoin D298019 parle entre autres de la participation de M. Yekatom dans le désarmement des jeunes, ainsi que des efforts qu'il aurait déployés pour aider les jeunes à trouver l'emploi. Je note que cette déclaration est très vague, puisqu'il n'en ressort pas de quels jeunes il s'agit. Des jeunes de l'ethnie musulmane ou chrétienne, ni si parmi ces jeunes, il y avait au moins certaines jeunes qui ont précédemment fait partie du groupe anti-Balaka de M. Yekatom. Peu importe leur âge. Je présume qu'aucun de ces jeunes n'a jamais précédemment fait partie de son groupe. Au fait, dans ses soumissions écrites, la défense de M. Yekatom ne fournit pas de moindres preuves s'agissant de moindres efforts que M. Yekatom aurait déployés par rapport aux jeunes qui ont précédemment fait partie de son groupe anti-Balaka. Toujours, peu importe leur âge. La défense ne fait même pas mention de la décision de M. Yekatom de démobiliser des jeunes qui ont fait partie de son groupe, suite à l'initiative de l'UNICEF. Cela bien à juste titre, puisque rien dans le dossier n'indique que M. Yekatom a jamais déployé de tels efforts. Et même sa décision d'accepter la proposition de l'UNICEF de démobiliser les jeunes de son groupe n'a pas été fondée sur des raisons humanitaires ou sur des intentions sincères de M. Yekatom. Mais cette décision a été plutôt fondée sur des raisons purement pragmatiques. Sans répéter les arguments à ce sujet, déjà inclus dans mes soumissions écrites, je voudrais attirer l'attention de la Chambre sur un aspect additionnel lié à cette démobilisation. Comme nous le savons, au fin de la démobilisation, des listes des jeunes ont été établies sur la base des informations fournies par les subordonnés de M. Yekatom. M. Yekatom a sans doute vu ces listes, puisqu'elle a signé une décharge. Donc, à l'époque, M. Yekatom a vu que parmi les jeunes concernés, il y avait eu des individus de différentes tranches d'âge, y compris des jeunes avec l'âge de moins de 15 ans. Donc, il est raisonnable de dire qu'en approuvant les listes en question, M. Yekatom a été d'accord à l'époque que parmi les jeunes qui ont fait partie de son groupe étaient également des enfants de moins de 15 ans. En tant que militaire professionnel de carrière, M. Yekatom savait, ou bien il a été censé savoir, que le recrutement d'enfants de moins de 15 ans dans son groupe anti-Balaka pourrait constituer un crime pour lequel il pourrait être tenu responsable. Il a toutefois approuvé les listes. Si M. Yekatom avait été en désaccord par rapport à l'information relative à l'âge des jeunes estimés de moins de 15 ans qui ont fait partie de son groupe, tout en étant conscient, en tant que militaire professionnel, qu'il pourrait être tenu responsable pour cela, il aurait pu exprimer son désaccord avec l'information sur l'âge des jeunes estimés de moins de 15 ans. Ou bien il aurait pu simplement ne pas approuver les listes. Mais il n'a pas fait.
Il aurait pu aussi faire une déclaration du genre que, bien qu'il ne le savait pas avant, il a constaté, après avoir vu les listes, qu'il paraissait qu'il y a eu des très jeunes individus dans son groupe et que c'est une raison de plus pour démobiliser ces jeunes puisqu'ils n'ont pas de place dans l'armée. Il ne l'a pas fait non plus. En revanche, il a expliqué son consentement de démobiliser tous les jeunes, peu importe leur âge, simplement parce qu'il n'avait plus d'argent pour les nourrir. C'est seulement avec le début de la procédure dans cette affaire devant la Cour que M. Yekatom a commencé à fermement contester que parmi les jeunes qui ont fait partie de son groupe et parmi les jeunes qui figuraient sur les listes des jeunes à démobiliser, il y avait eu des enfants de moins de 15 ans. Il n'y a qu'un doute que M. Yekatom a le droit de se défendre avec des moyens jugés appropriés. J'anticipe aussi la réplique de la défense qu'à l'époque, M. Yekatom n'avait pas vu de pièces d'identité des jeunes concernés et que seulement dans le cadre de ce procès, que les membres de son équipe ont découvert que les jeunes avec l'âge estimé de moins de 15 ans étaient au fait en réalité âgés de plus de 15 ans à l'époque. Or, mon point est différent. Dans les deux cas, peu importe si à l'époque M. Yekatom soit ait accepté les présences d'enfants de moins de 15 ans dans son groupe, soit n'est pas considéré nécessaire de mettre en doute l'information relative à l'âge de certains jeunes présents dans son groupe. Cela se présente comme si M. Yekatom n'avait aucun souci, ni aucun problème, s'agissant de l'âge des jeunes qui ont fait partie de son groupe. Cela se présente aussi qu'il n'avait à l'époque aucune crainte de faire face à un certain moment, un certain jour, à une poursuite pour la commission du crime de conscription ou d'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans son groupe armé anti-Balaka et leur utilisation active pour participer aux hostilités. Sans vouloir m'engager encore plus dans mes réflexions à cet égard, je demande respectueusement à la Chambre de prendre en considération les circonstances que je viens de décrire dans sa détermination relative à l'éventuelle peine à être infligée à M. Yekatom au cas où il serait reconnu coupable, au regard du chef d'accusation 29. Pour le moins comme démonstration de l'attitude, je dirais légère, de M. Yekatom par rapport à l'âge des jeunes qui ont fait partie de son groupe. Cela m'amène à mon dernier point. Bien que la défense de M. Yekatom ait soumis certains éléments de preuve pour démontrer des efforts déployés par M. Yekatom en fin de contribution à la cohésion sociale, il n'a soumis aucune preuve que M. Yekatom, par exemple, se serait jamais intéressé du sort des jeunes qui ont fait partie de son groupe anti-Balaka après leur démobilisation, peu importe leur âge. En fait, à cause de leur expérience dans le groupe anti-Balaka, des jeunes âgés de 15, 16 ou 17 ans pourraient faire face aux mêmes risques que des enfants de moins de 15 ans ont systématiquement fait face à leur retour dans leur communauté respective, en particulier à la stigmatisation par leur famille et communauté, ou bien à des problèmes de réintégration sociale.
M. Yekatom était censé savoir, ou bien au moins entendre parler de ce genre de problème que les gens démobilisés du groupe anti-Balaka ont fait face. En tant qu'ancien commandant de ces jeunes, et surtout puisqu'il avait une certaine autorité pendant les périodes lorsqu'il était député, M. Yekatom aurait pu déployer, s'il avait effectivement souhaité, des efforts pour contribuer à la réconciliation des jeunes démobilisés de son groupe anti-Balaka avec leurs familles et communautés respectives, puisque cette réconciliation a été aussi bien importante pour la cohésion sociale, tout comme la réconciliation entre les communautés chrétiennes et les musulmans. Pour conclure, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, les victimes anciens enfants soldats du groupe anti-Balaka de M. Yekatom ne cherchent pas à se venger de leur ancien commandant. Or, les victimes demandent la justice et estiment qu'au cas où M. Yekatom serait reconnu coupable pour le crime auquel ils ont fait l'objet, la peine à être infligée doit proprement refléter la gravité du crime en question. Il doit tenir compte des multiples formes de préjudice que les victimes ont subis. Aussi bien le préjudice immédiat qu'à long terme, que les victimes continuent à subir jusqu'à aujourd'hui, malgré le temps écoulé après les événements. Ainsi, les victimes anciens enfants soldats, les anti-Balaka, estiment que la peine d'emprisonnement 20 ans au moins à être infligée à M. Yekatom serait juste et équitable dans les circonstances. Pour les victimes, la justice est la punition adéquate de celui qu'ils considèrent responsable du crime qu'ils ont subi sont des composants essentiels de leur parcours long et douloureux vers la paix durable au niveau individuel, familial et communautaire. Que la justice soit rendue. Je vous remercie. Thank you. Le juge président, merci. Je pense que la défense ne souhaitera pas reprendre après la pause déjeuner. Donc l'audience est levée pour aujourd'hui et nous reprendrons demain matin à 9h30.